C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, édition Tempête de neige, parce que nous sommes en train de converser comme ça, de façon très relaxe et confortable, alors que dehors, c'est vraiment l'avalanche. Je ne sais pas chez toi, Pascal. D'ailleurs, Pascal Forget, bonjour. Bonjour, Alain McKenna. Oui, ça pèle autour de moi. J'entends les pelles qui grattent et ainsi de suite. Désolé pour les bruits d'arrière-plan. Et je me demandais quand est-ce que tu allais mentionner la météo. C'est quelque chose que tu fais régulièrement, les changements de saison, les changements de température, l'état de la pluie. La culture québécoise m'a appris que la charmant, météo mon était... vieux. On pourrait parler de hockey aussi, mais ça, c'est moins mon truc. Non, je ne pourrais pas du tout te dire. Écoute, j'ai réalisé en regardant un match que je ne connaissais aucun joueur des Canadiens en ce moment. Mon ami m'a dit, souviens-toi de Suzuki, tu vas être correct. Je dis, OK, Suzuki, ça a l'air qu'il est bon. Je suis padé là-dessus. Je connais un joueur des Canadiens. J'étais gêné pour mourir. Hey, sais-tu qu'est-ce que je bois en ce moment? Je bois un délicieux café chaud. Il neige dehors, il fait épouvantable. Moi, je suis réconforté grâce à ma tasse de café chaud qui a été faite avec ma machine Jura E8 entièrement automatique qui transforme un café en grains ou moulu en boisson caféinée ou non de son choix, avec du lait ou non, parce qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir la boisson que tu veux avec un ajustement précis de la quantité de lait, d'eau et de café. Le nettoyage est super facile. Jetez un coup d'œil sur leur salle de montre Edica sur Saint-Laurent-Montréal. C'est comme un puits de Formule 1. C'est assez magique. Et nos autres partenaires pour 2023, TELUS, Plan Hub et Jura, évidemment, que j'ai mentionné. C'est assez chouette, un délicieux café. Oui, j'en parle parce que ça m'est arrivé cette semaine. J'ai reçu mon compte de carte de crédit pour le mois dernier. Tu sais que Noël, ça a coûté cher pour bien des gens. Je vous dis ça comme ça parce que si vous allez visiter Plan Hub, peut-être trouver un bon forfait pour votre sans-fil, c'est peut-être le moment de le faire. Il y a toujours 2 moments dans l'année où c'est pertinent de le faire, l'hiver et à la fin de l'été. Donc, c'est des moments où il y a des spéciaux, mais aussi il y a un peu plus de chamaillage parce que ça ralentit au niveau des ventes. Donc, allez voir ça. Et tu parles de relevé de carte de crédit. Je me permets de le mentionner dans les nouvelles techno qui m'ont fait rire cette semaine. C'est QuickBooks qui permet à ses clients, enfin, QuickBooks, c'est une application de comptabilité qui existe depuis des années. Faire notre impôt, entre autres, qui s'en vient bientôt. Là. Exactement. Elle va permettre enfin aux clients de demander, d'accepter et d'automatiser les paiements en français. Je me dis en 2023, il vient d'arriver en ville. Il me semble que QuickBooks, c'est vieux comme le monde. Je trouve ça drôle. Enfin, ça va être en français. Je me souviens que je le considérais pour mes finances personnelles, puis le fait de ne pas pouvoir envoyer de facture en français m'avait horripilé. Il semble que ça va être possible dans les prochains mois, si jamais ça vous intéresse. Ce n'est pas un partenaire de l'émission d'ailleurs, pas encore. On dit qu'on peut des fois voter avec son portefeuille. Là. Si vous utilisez des services puis que la langue française, l'état de la santé de la langue française, surtout sur les services numériques, vous inquiète, il y a des choix à faire par rapport à ça, effectivement. Il existe des bonnes alternatives, même québécoises avec QuickBooks, en fait. Donc, avec la saison des impôts qui s'en vient, c'est quelque chose à considérer. On va rentrer tout de suite dans l'actualité, Pascal, et on va présenter pour le segment notre partenaire pour l'essentiel des nouvelles économiques et financières dans vos oreilles chaque matin. Écoutez la balado InfoBref Affaires. C'est une balado comme nous. Entre balado, n'est-ce pas, on se tient. Ce bulletin de nouvelles résume chaque jour l'actualité des affaires. Cherchez InfoBref Affaires dans votre application de balado préférée ou trouvez-la directement sur infobref.com. Je veux dire la même chose pour une tasse de tech. Trouvez-la dans votre application de balado préférée. Abonnez-vous. Que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Toi, tu utilises Pocket Cast. Moi, j'avais Rocket Cast. Rocket Cast, me semble que c'est comme ça. En tout cas, bref, les agrégateurs l'utilisent. Powercast. Abonnez-vous parce que c'est le meilleur moyen d'avoir. Cast d'écoute. Hein, quoi? Cast dépôt. C'est bon, ça. L'entrepôt du podcast. Mais c'est ça, abonnez-vous parce que comme ça, quand on est un petit peu en retard dans notre préparation, vous le recevez dès qu'elle est publiée. Comme c'est le cas aujourd'hui, il y a une vague de gastro chez les jeunes, c'est mon retard est expliqué. C'est pour ça qu'on fait ça par Zoom, comme ça les microbes ne se transfèrent pas. On ne se contamine pas, on est sécuritaire. Dans les nouvelles, on parlait de finances, on parlait de gérer son budget. Il y a des gens qui vont avoir à gérer son budget.
Ouais. Exactement. Après les mises à pied de Facebook, 11 000 personnes, 13% de la masse d'employés. Twitter qui a mis à pied plus de la moitié de ses employés, presque 2 tiers. Il y a Amazon qui a mis à pied 18 000 employés dans le monde. C'est maintenant Google et Microsoft qui annoncent des mises à pied cette semaine et ça fait mal. 12 000 employés chez Google, ça a été annoncé aujourd'hui. Le PDG Sundar Pichai, certaines Pichai, coupures sont ouais. immédiates un peu partout dans l'entreprise, donc il n'y a pas de secteur spécialement ciblé. Les employés aux États-Unis vont recevoir 16 semaines de salaire plus 6 mois d'assurance santé. Le patron indique qu'il est toutefois confiant en raison de la mission de l'entreprise, de la valeur de ses produits et services et surtout de ses investissements en intelligence artificielle. Je pense que Google veut rappeler qu'il n'y a pas que Smart GPT, GPT, OpenAI. ChatGPT qui existe. Ils veulent dire Google aussi, on a de quoi en banque. J'avais lu un article que Google avait un service similaire qui était fonctionnel, puis qui se sont fait complètement scooper par ChatGPT, ils sont un peu pris de court. C'est peut-être pour ça que ça brasse du côté de chez Google. Du côté de Microsoft, le grand patron Satya Nadella a annoncé dans une lettre aux employés la mise à pied de 10 000 employés, soit moins de 5 de ses employés d'ici le 3e trimestre. On veut réduire, entre autres, le nombre d'espaces de travail. Je pense que le télétravail, c'est une tendance qui est là pour rester. On met ça sur le compte du côté de Microsoft du changement de priorité des clients. Après une augmentation des dépenses pendant la pandémie, les clients veulent faire plus avec moins et affichent une certaine prudence face au risque de récession. Ils vont donner un préavis de 60 jours aux employés, même si ce n'est pas demandé par la loi. Ce n'est pas mentionné où vont être faites les mises à pied du côté de Microsoft. Il y a près de 5 000 emplois de Microsoft au Canada l'an dernier. On a ouvert à Toronto un nouveau quartier général l'an dernier. Je trouvais ça assez particulier. Je suis très, très hâte de voir comment Microsoft va être transformé au cours des prochaines années, entre autres dans leur investissement avec OpenAI, les créateurs de ChatGPT. Oui, ben, Satya Nadella disait, juste avant d'annoncer ces coupures-là, il est dans une entrevue avec des médias américains, il expliquait que les entreprises qui n'étaient pas prêtes à ce virage d'intelligence artificielle vers des trucs comme ChatGPT, justement, allaient payer le prix. Ça allait demander des sacrifices importants et que les premières entreprises affectées seront les entreprises technologiques qui ne prendront pas le virage. Donc, c'est un peu auto-pelure de bananiser avec ça en annonçant que peut-être que Microsoft a besoin de faire le virage. Cela dit, je faisais les chiffres tantôt parce que pour l'ensemble des technos, sur les 8-10 derniers mois, c'est 176 000 postes qui ont été coupés. Au total, par plusieurs centaines d'entreprises, on se comprend, c'est une grosse industrie. Mais c'est rien comparé au nombre d'embauches qui sont faites depuis 4 ans, parce qu'il y a eu une surembauche durant la pandémie en 2020 et 2021. Microsoft et Google et les autres aussi, mais elles ont toutes doublé de taille en termes de nombre d'employés au fil des 4 ou 5 dernières années. On parle de Microsoft, on est passé de 117 à 221 000 personnes à l'emploi de l'entreprise en 4 ans. Donc, c'est pas une bonne nouvelle, perdre son emploi. Oui. Mais au volume qu'ils ont embauché, c'était un petit peu prévisible, malheureusement. Oui. Et surtout, je pense que tout le monde voulait se positionner pendant la pandémie, profiter des occasions de développement que représente le télétravail et ainsi de suite. Alors, ça continue pas, c'est pas une progression continue de la croissance. En tout cas, côté matériel, nouvelle vraiment juste complètement, mais Apple a annoncé cette semaine des nouveaux appareils, dont un Mac Mini et un MacBook Pro à processeur M2. C'est un peu prévisible. Bon, il y a différentes configurations. Là. Il y a 2 nouveaux variants du M2, M2 Pro et M2 Max. Si vous êtes un petit peu mêlé, je vais vous le dire, le Max, c'est le plus puissant, donc c'est celui qui a le maximum de puissance possible. Oh, wow. C'est comme ça que je me suis... Quelle façon simple. Ils vont sortir un M2 Ultra à un moment donné, puis là, on ne comprendra plus rien. Mais bon, bref, pour l'instant, on en est là. Donc, M2, M2 Pro et M2 Max. Les 3 sont disponibles d'une façon ou d'une autre dans un Mac Mini de votre choix. Le Mac Mini de base a un processeur M2 tout court. Et est vendu à 800 $ canadiens à partir du début février. C'est vraiment, pour moi, la grosse nouvelle dans le tas parce que c'est un ordinateur Mac qui coûte moins de 1 000 $. Je pense que ça n'existe plus à part ça, à part cet appareil-là. Je parlais avec quelqu'un hier qui me demandait qu'il veut remplacer son vieux iMac par un nouveau iMac qui a été présenté à l'automne, qui sont super beaux, mais qui coûtent une fortune. Et là, je dis, un Mac Mini à M2 avec un moniteur un moniteur externe, évidemment. Et pouf, tu as l'appareil le plus récent, le plus récent processeur. On dit qu'on a corrigé on a amélioré le M2 par rapport au M1 de plein de façons. Il serait 25 % plus puissant, entre autres choses.
qui était déjà une belle progression par rapport aux puces Intel dans les Mac précédents, là, dans le cas d'Apple. Et une chose qui serait maintenant qui serait possible, c'est de brancher des moniteurs externes, mais plus qu'un seul moniteur externe. La puce M1 dans le MacBook Air, entre autres, ne le permettait pas. Donc, ça, c'est une belle amélioration. Mac Mini a aussi 4 ports Thunderbolt 4, extrêmement rapide. Ça, c'est vraiment quelque chose à essayer. Oui. Ça vous prend les câbles qui sont compatibles, mais sinon, ça va très vite dans le transfert de données. Du Wi-Fi 6E, ça aussi. Bluetooth 5.3. Donc, on regarde vraiment vers l'avant avec cet appareil-là qui peut vous durer plusieurs années. MacBook Pro vient en 2 versions, 14 ou 16 pouces, autonomie de 18 ou 22 heures selon le modèle. Ça, c'est vraiment la grosse affaire. Le 22 heures de batterie sur un appareil qui fonctionne à 100% de capacité, même si on le débranche du mur. C'est quand même assez intéressant. Oui. Là aussi, on dit puissance accrue de 25% par rapport au MacBook Pro de génération précédente. 2 fois et demi plus rapide qu'un portable équivalent à système Windows avec puce Intel. Donc, c'est quand même pas rien. Évidemment, c'est un appareil le terme pro là-dessus est assez important parce que quand on fait la démonstration de l'appareil, on parle d'application d'édition vidéo de pointe, de montage, pratiquement de qualité cinéma, de programmation de jeux vidéo, de programmation d'applications mobiles, des choses comme ça, très pointues. Mais ça va super vite. L'appareil a aussi, point de vue fiche technique, d'autres belles qualités. Un écran XDR assez lumineux, assez détaillé, assez le fun à utiliser et un système de son, c'est niaiseux, mais les haut-parleurs sur cet appareil-là sont vraiment de très bonne qualité. Sur le MacBook Pro de génération précédente, pour l'avoir essayé, je traînais toujours un speaker Bluetooth dans mon sac de voyage pour mettre de la musique dans ma chambre d'hôtel pendant que tu travailles, tout ça. Et là, récemment, j'utilisais le Sonos Roam que je traînais avec moi un peu partout parce qu'il était pratique. Oui. Ben là, je ne le traîne plus parce que le MacBook Pro que j'essayais faisait la job en termes de qualité sonore pour une chambre d'hôtel. Donc, c'est quand même quelque chose de non négligeable. Le micro n'est pas pire aussi pour les appels vidéo, ces choses-là. Donc, ça, c'est quand même une belle qualité. Et on se comprend, il faut que les composants soient de qualité parce qu'on parle de 2 portables qui se vendent à partir de 2 600 et 3 200 $. Donc, clairement, on ne les donne pas. Mais c'est conséquent parce que de plus en plus, chez Apple, on veut séparer le Pro très haut de gamme du MacBook Air, MacBook tout court, qui est plus ce que les gens utilisent à 80% des cas. Et même les iPads et iPhones, ça vend 1 000 $ en montant rapidement là, avec les accessoires. Donc, il fallait faire de la place en dessous de la gamme de prix. C'est ce qu'on fait en présentant ces MacBook Pro-là, qui sont probablement excellents en termes de performance, mais qui sont peut-être trop performant pour la plupart des gens qui l'achètent de toute façon. Exactement. Les journalistes, entre autres, qui ont des collègues qui ne jouent que par leur MacBook Pro. Et c'est pour écrire du texte. Tu n'as pas besoin de processer. Quelqu'un qui fait du montage vidéo 4K, ça vaut la peine. Je pense qu'un achat professionnel mérite ça. Mais pour la plupart des étudiants et tout, avant, tu payais un petit peu plus cher puis tu avais le MacBook Pro. Maintenant, le saut de prix, je pense qu'il positionne mieux les produits. Et je reviens sur le Mac Mini, 800 $. Moi, j'en ai utilisé un pendant des années comme ordinateur avec un grand moniteur. J'ai trouvé ça absolument fantastique. Une toute petite boîte, très puissante. Et là, j'avoue secrètement, j'ai une tour Windows. Je serais tenté de passer à la petite boîte, les 4 ports Thunderbolt, une petite boîte que tu mets sur le coin. Ça dégagerait tout un coin de mon bureau qui contient la tour, qui est très puissante, extrêmement silencieuse, que j'adore. Il y a 800 $ et quelques. Petite mise à jour avec le Mac Mini, ça va être chouette. Si tu peux virtualiser Windows par-dessus macOS et que tout ça fonctionne bien, ben oui. Tu as quand même une pas pire machine. C'est une très, très bonne machine. Ils ont aussi annoncé un HomePod 2 ans après l'original qui a été discontinué. Ils ont aussi annoncé qu'on allait activer, ou du moins on a appris qu'on allait activer le moniteur de température sur les HomePod mini. Il y avait un capteur de température et d'humidité dans les HomePod mini depuis des années qui n'était pas activé, qui était là. Quelqu'un avait ouvert le boîtier et découvert ces capteurs-là. On va pouvoir se procurer le nouveau HomePod, le gros, à 400 $ au Canada. C'est 129 $ pour le HomePod mini. Ça va être disponible dès le 3 février. Il a 5 haut-parleurs pour les aigus. Je pense que c'est un de moins. Il est un petit peu moins cher, mais il y a un petit haut-parleur. Ils ont simplifié les composants, effectivement. Exactement. Lui aussi a un capteur de température intégré et va être compatible avec le standard Matter. Je trouve ça vraiment chouette. Il faut en parler de ce standard-là. Ça devrait permettre enfin l'interopérabilité de tout ce périphérique connecté. Ça connecte, je pense, il va falloir l'essayer pour le savoir, mais l'appareil, le HomePod, devient comme l'espèce de cerveau de la maison connectée selon Apple, donc devient le point central de tout ce qui est HomeKit dans la maison. Donc, j'espère que ça va aussi, par extension, rendre tout ce qui est compatible avec HomeKit dans votre maison connecté au protocole Matter, parce que ça va vous permettre, entre autres choses, une très grande interopérabilité entre vos appareils conçus pour HomeKit avec tout ce qui est Google et Amazon. Donc, c'est pas mauvais comme démarche. Mais l'inverse ne sera pas vrai. C'est pas parce que vous allez avoir cet HomePod-là
que vos vieilles caméras Google Nest ou peu importe vont fonctionner avec les applications HomeKit et tout ça. Donc, ça va être à tester, mais on commence tranquillement à ouvrir les plateformes. Une certaine ouverture. N'oubliez pas que le HomePod, si vous n'êtes pas avec l'univers Apple, procurez-vous-le pas parce qu'il est coûteux et vous n'aurez pas le maximum sans appareil Apple. Je ne sais même pas si on peut le configurer sans iPhone ou sans produit Apple, le HomePod. Probablement pas. Je sais qu'on a ouvert au moins les services. On peut écouter les services musicaux qui ne sont pas Apple Music dessus. Déjà, ça, c'est la moindre des choses. Mais ça va être à suivre. Le prix est de 400 $, je crois, au Canada. Et ça va être en vente. Il ressemble beaucoup à l'ancien modèle. J'ai hâte de voir si. Parce que le premier n'a pas vendu au goût d'Apple. Donc, peut-être qu'on revient avec une nouvelle stratégie de mise en marché où il y a peut-être quelque chose, parce qu'on n'a pas toujours le succès escompté chez Apple, n'est-ce pas? Des fois, on n'a pas le succès, mais en même temps, ils se positionnent haut de gamme, alors qu'ils n'en vendent pas tant que ça, c'est pas un gros problème. À la marge qu'ils font, ils peuvent se le permettre. Tu voulais nous parler de Google qui développe sa propre version de l'Apple AirTag. Oui, on passe de Apple et on revient à Google, mais d'une autre façon, parce que les gens qui suivent un peu ça savent c'est quoi un AirTag. C'est des espèces de petits capteurs, en anglais on dit des trackers. Ça se traduit pas super bien, mais appelons ça des gadgets connectés qui permettent de faire... Je dirais des pisteurs, ça sonne un peu comme des traceurs. Qui sont donc repérables à travers un mélange de connexions Bluetooth, ultra-wideband. Il y a aussi du Wi-Fi ou peu importe, parce qu'il faut passer du téléphone ou de la tablette qui le repère au service en nuage qui suit tout ça chez Apple. Donc, les AirTags, tu mets ça comme porte-clés sur tes clés. Tu sais toujours partout dans le monde où sont tes clés, en principe, en tout cas. Les gens collent ça sur leur télécommande pour ne pas perdre leur télécommande quelque part dans le divan, parce qu'il y a une notion de proximité aussi. Et j'aimerais vous dire que c'est parce qu'il y a un marché incroyable que Google pense à se lancer là-dedans, mais je n'arrive pas à figurer à quel point ça se vend. Samsung a lancé un peu avant Apple ses propres capteurs du même genre. Et on n'a pas eu de nouvelles depuis. On le sait qu'il y a des compagnies spécialisées qui ne font que ça, qui ont un peu disparu parce que clairement, le marché se recentre sur les grandes marques. Et là, Google voudrait se lancer. Ce qui indique ça, c'est qu'il y a des développeurs de produits Android qui ont fouillé dans le code de la prochaine version d'Android, qui ont vu un nouveau protocole de jumelage rapide sur Bluetooth qui permettrait justement de jumeler ou de reconnaître, sans trop que ce soit apparent, des connecteurs, des trackers comme ceux-là. Donc, on pense que dans la gamme de produits Pixel, on pourrait rajouter ces petits capteurs-là. Moi, ce que j'espère secrètement, c'est qu'on va créer un standard sur lequel se connecteront les trackers de différentes marques qui seraient propres à ce qu'Android a toujours été, l'essence même de cette espèce de plateforme plus ouverte où les fabricants de tout genre n'ont qu'à se brancher et ça fonctionne. Je me croise les doigts, mais je ne retiens pas mon souffle, donc je n'ai pas l'impression que ça va être ça, parce que Google resserre aussi son écosystème. Oui, je sais, j'espère, parce que tu sais qu'une chose fantastique que les gens ne réalisent pas, c'est que si tu veux espionner quelqu'un qui a un téléphone Android, tu glisses un AirTag dans son sac et puis la personne n'aura jamais de façon de le trouver. Si quelqu'un a un iPhone, à un moment donné, ça va dire « Hey, il y a un AirTag qui te suit, qui n'est pas à toi, qui te code. » Mais quelqu'un tu peux espionner tant que tu veux et personne s'inquiète de ça. Tout le monde s'inquiète de sa vie personnelle, mais sérieusement, si tu n'as pas un téléphone iPhone ou un appareil Apple, tu peux être espionné par un AirTag sans le savoir. Il y a des cas documentés de jeunes femmes qui sortent d'un bar et qui se font suivre par quelqu'un qui a glissé un AirTag dans la sacoche. Donc, il y a toujours des gens comme ça qui, en tout cas, l'humanité n'est pas scintillante et brillante, n'est-ce pas? Bref, on va savoir plus sur les projets de Google probablement au mois de mai, parce que ça va être le moment de la conférence Google I.O. des développeurs Android. Et là, on va voir ce que ça signifie tout ça. On verra ça à ce moment-là. Voilà. Leur tablette à Google. Dernier truc, démo truquée chez Tesla. As-tu vu ça passer? Je trouvais ça fantastique. Non, mais je ne suis pas entièrement surpris, cela dit, parce qu'effectivement, c'est du marketing. On le sait, ça avance à petits pas, cette technologie de conduite autonome. Fais ça rapidement, s'il te plaît, Pascal. Ben oui, tout à fait. Pendant que l'action Tesla dégringole, Keelan est en justice pour son tweet qui disait que la vente, la privatisation de Tesla, il y avait l'argent dans les financements étaient assurés. On apprend qu'il y a une vidéo en 2016 qui démontre les capacités de conduite autonome de la Tesla était fin. C'est pour montrer, voici ce qu'on fait aujourd'hui. Puis là, ils disent non, finalement, c'était le potentiel de la technologie qu'on voulait montrer. On voyait une voiture qui s'arrêtait au feu rouge, repartir au vert, se stationner toute seule. Selon Ashok El-Louswami, le directeur des systèmes de pilotage automatique de Tesla à l'époque, la route avait été préparée à l'avance. Le véhicule ne roulait pas avec la technologie développée par Tesla. Oups! Et un autre employé a même annoncé que la Model X utilisée pendant le tournage a eu un accident.
pendant le tournage. Donc, le message indiquait pourtant que la vidéo, que la personne derrière le volant ne faisait absolument rien, que c'était pour des raisons légales qu'elle était là. J'ai trouvé ça très, très drôle. Alors, ils disent que la vidéo a été créée que pour montrer le potentiel de la conduite autonome, et beaucoup de gens, évidemment, se sont fiés là-dessus en imaginant que c'était ce qui fonctionnait aujourd'hui. Ouais. Fait que, ça va pas bien pour Surtout pour les fanboys. Ouais. Merci Pascal, ça met fin aux actualités. On va prendre une courte pause et on revient, on va parler de ChatGPT. En fait, on va parler d'une façon d'identifier les textes créés par ChatGPT. Si vous êtes un prof ou quiconque qui travaille dans l'information écrite, restez là. On revient tout de suite après ceci à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Alors, bienvenue à Une tasse de tech. On va parler d'un sujet qui, mon Dieu, qui n'arrête pas de faire parler et ça pour le meilleur et pour le pire. Étant donné que j'ai couvert ça un peu pour Le Devoir dans les dernières semaines et que j'ai publié ce que j'ai écrit évidemment sur LinkedIn, entre autres, l'algorithme de LinkedIn est complètement parti sur une dérape. Il ne me parle que de ChatGPT. Les 8 façons d'améliorer votre SEO sur votre site web avec ChatGPT, les 8 façons de faire du marketing en ligne direct. Ouais. C'est parti dans toutes les directions. Il y a vraiment une grosse bulle autour de ça. Évidemment, ça inquiète bien des gens. Et pour en parler, on reçoit Nabil Tayeb, qui est président-directeur général, si j'ai bien compris, de Draft & Goal, qui vient en fait de créer un outil qui permet de reconnaître les textes produits par des outils comme ChatGPT. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, juste pour remettre en contexte, donc bonjour. Ben oui, bonjour, premièrement. Merci d'être avec nous en passant, c'est très apprécié. Puis, effectivement, c'est un outil qui arrive à bon point. Mais pardon exactement d'où est venue l'idée et justement comment fonctionne votre outil exactement? Là? OK. Donc, on va faire ça en 2 étapes. D'où nous est venue l'idée? En fait, c'est un concours de circonstances. Donc, nous, on a un outil qui s'appelle Draft & Goal, qui est l'outil principal qu'on a créé et qui est un outil qui fait de la génération de contenu, mais vraiment automatisé pour les entreprises. Donc, on analyse les données d'un site web spécifique et à partir de là, on connaît les thèmes sur lesquels se positionne le site. Et en utilisant du machine learning et après des modèles de génération de texte, on arrive à générer du contenu automatisé sur plein de thèmes différents. Donc, pour une entreprise qui fait du SEO, qui génère du trafic en ligne avec du référencement, ça leur permet de créer du contenu à grande échelle et très spécifique à leur niche. Donc ça, c'est l'outil de départ. Et dans la création de cet outil, on avait besoin, dans le workflow, parce que c'est un workflow complet, on avait besoin d'avoir un outil qui, une fois qu'on avait généré le texte, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse les utilisateurs faire des modifications, rajouter des choses. Et ensuite, on avait un module qui regardait si le texte était encore détecté comme de l'IA. Et donc, on avait ça, mais ça fait… ce module existe depuis peut-être septembre ou octobre. Et puis, ça servait à ça. Et quand est sorti ChatGPT, on a entendu parler de tout ce qui se passe autour de ChatGPT, des inquiétudes dans l'enseignement, entre autres. Et on s'est rendu compte que nous, on était super bons à détecter l'IA parce qu'on avait travaillé sur ce module-là. Donc, on s'est dit, en fait, on est super bons. Et puis, il y a eu quelques autres outils qui sont sortis à ce moment-là aussi. Puis, on s'est dit, mais en fait, nous, on a un truc qui fonctionne super bien. Donc, pendant les vacances de Noël, on a créé un autre module complet qui est le site que vous voyez en ligne, qui est une version bêta. Donc, c'est pour ça qu'on met bêta dessus parce que c'est assez épuré. Mais on a fait ça, on a fait du benchmark et on s'est rendu compte qu'on avait des résultats qui étaient suffisamment bons pour pouvoir les présenter en bêta. Et nous, ça nous permettait aussi de tester l'outil sur un dataset beaucoup, beaucoup plus grand. Parce qu'on est encore dans une phase d'amélioration. Et donc, c'est ça. Donc, en fait, c'est un accident / une opportunité qui s'est présentée. Et puis nous, on s'est dit, pourquoi pas faire ça. Et donc, c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous approchent pour nous poser des questions sur le sujet. Et il y a une vraie demande. Et nous, on n'est pas forcément dans la position de dire OK, l'IA, c'est mal, il faut la détecter pour pouvoir la punir. C'est plutôt de dire si
on lit un texte, on a le droit de savoir si ça a été généré par de l'IA ou si ça a été généré par un humain ou créé par un humain. Ben oui, Et naturellement. c'est aussi simple que ça. Donc à partir de là, après, les gens peuvent en tirer les conclusions qu'ils veulent. Mais nous, l'outil, c'est vraiment juste ça, la fonction, c'est de pouvoir détecter différents signaux. Donc, sur la partie comment ça fonctionne, Oui, ben moi, je serais curieux d'abord de savoir, parce que ensuite, évidemment, comment ça fonctionne, mais ce serait quoi votre taux de réussite approximatif de alors, d'un texte généré? on fait toujours attention avec les tests parce qu'il y a toujours des conditions différentes et des datasets différentes. Donc, sur le premier dataset qu'on avait de 2000 textes, on avait à peu près 93% de réussite. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de créer un dataset beaucoup plus large et beaucoup plus varié. Parce qu'on a besoin on se rend compte que on a beaucoup de réussite sur certains types de textes et un peu moins sur d'autres types d'autres formats de textes. Donc on veut pas se mettre des œillères et se dire ah oui on est bon de partout, on a 93. Non, parce qu'en fait si on mettait beaucoup de textes, par exemple des textes avec beaucoup de textes avec des phrases courtes, on aurait des résultats qui seraient inférieurs. Donc là on essaye de créer un dataset d'à peu près 10 000 textes, 5 000 IA et 5 000 humains. Parce qu'en fait, il faut être capable de détecter, à la fois l'IA et l'humain. Et en fait, ce qui est hyper important, c'est que les faux positifs soient seulement du côté de l'IA. C'est ça, je me demandais quel était, est-ce que vous indiquez un niveau de certitude? Nous sommes confiants à 95% que c'est de l'IA versus... Pour l'instant, on ne communique pas sur les niveaux de certitude parce que, comme je dis, on travaille sur du benchmark, on est sur du bêta et on veut pas faire des déclarations qu'on pourrait pas backer par la suite. Mm-hmm. Donc c'est ça. Donc, en fait, à 93% sur ce dataset, là, on va faire qui était 2000 textes. On prépare un dataset de 10 000 textes, donc là uniquement en anglais, et après on en prépare un autre pour le français qui va être la version suivante qu'on espère pouvoir lancer avant la fin du mois ou début du mois de février. Donc pour l'instant, c'est seulement en anglais? C'est seulement en anglais, Okay. parce que c'est un peu de la manière dont est construit Internet. Internet tourne à une très très grande majorité en anglais. Les modèles sont entraînés sur des corpus de texte anglais beaucoup plus grands que le texte français. Et puis certains outils qu'on pourrait utiliser sont plus optimisés pour l'anglais que pour le français. Donc pour le français, on est obligé de trouver aussi d'autres méthodes un peu différentes. Je demande ça en fait parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, des gens dans le réseau scolaire qui s'inquiètent de voir les élèves utiliser ça. Est-ce qu'il y a des moyens, sans utiliser l'outil, juste au premier coup d'œil, y a-t-il des astuces pour dire ça mériterait d'être passé dans un détecteur parce que je soupçonne que ça pourrait avoir été fait par une machine? Y a-t-il façon de le savoir? Alors, il y en a plusieurs, il y en a certains plus subtils que d'autres. Là, GPT-3, quand même, aujourd'hui, on est dans une version qui s'appelle GPT 3.5, là, parce qu'il y a une évolution quand DaVinci 003 est sorti en décembre aussi, où il y a une amélioration sur certaines choses, sur les fautes d'orthographe, sur les répétitions, des choses comme ça, où il y en a beaucoup moins. Et puis sur le fait de reprendre une idée, de la faire retourner en boucle, ça, on l'avait beaucoup sur le modèle avant. Aujourd'hui, les répétitions, on va en voir encore quelques-unes, mais le style d'écriture s'est beaucoup amélioré. La plus grosse évidence, c'est l'invention de faits. Ben oui. La chose qu'on peut voir le plus rapidement, c'est vraiment quand l'IA va inventer des choses, va inventer des dates. S'il y a un calcul mathématique basique qui est totalement faux, on va le voir. L'IA peut inventer des sources. Parce que comme elle est entraînée sur des corpus de texte où il y a par exemple il y a des textes avec des sources qui sont incluses, dans son style, elle dit ah oui, si j'écris ce type de texte, ce texte-là contient des sources. Donc je vais inclure une source. Et elle peut décider d'inventer complètement la source avec un nom, une date,
Non, c'est bien de le dire parce que, et même les mathématiques, c'est pas elle fait pas un calcul mathématique, elle fait un calcul probabiliste quand on lui soumet une formule. Donc, la réponse, c'est probablement ça, c'est ce qu'elle se dit. Puis quand elle Exactement. une source, c'est sur elle est bonne sur le style, pas sur le fond. Donc, elle ne sait pas que la source, c'est nécessairement. C'est juste que le nom existe, le nom de l'auteur existe dans un contexte où cette information-là a été partagée. Donc, effectivement, c'est un bon point. Exactement. Et c'est ce que vous disiez là juste à l'instant, c'est vraiment intéressant parce que ce qu'il faut pas oublier, puis ça fait partie des choses que des conceptions un peu erronées que les gens ont autour de l'IA et des modèles de langage, c'est que c'est des modèles probabilistiques. Donc, ils ne sont pas là pour avoir tout le temps exactement la même réponse et entre autres sur des corpus qui sont beaucoup plus petits, donc des sujets où il y a moins de contenu sur Internet ou des sujets très niches ou des langues très spécifiques, on va avoir une probabilité de faire des erreurs de sens, des contresens ou inventer des informations beaucoup plus élevées. Donc, en gros, connaissez votre matière si vous êtes un enseignant et vous trouverez probablement l'indice si votre élève a triché. Après, c'est possible que ce soit un cancre aussi, mais... ça exclut rien, là, on se comprend. Et votre site détecteur.dng.ai, lui, automatise cette détection-là, va repasser à la moulinette et va tenter de décortiquer si c'est de l'intelligence artificielle en privilégiant, en essayant d'éviter le faux positif. C'est ça, de ne pas dire que si c'est un humain, on veut s'assurer que l'humain ne se fait pas dire, ben oui, c'est de l'intelligence artificielle. On a moins de problèmes de dire, OK, quelqu'un soumet un texte IA et puis on va le détecter comme de l'humain parce que voilà, on passe entre les mailles du filet. Mais si c'est un humain qui écrit, c'est vraiment très, très important de pouvoir dire on ne va jamais détecter un texte humain comme un texte IA. Donc c'est ça. Donc nous, on utilise plusieurs empreintes. On essaye d'en trouver de plus en plus. On fait un mélange de méthodes linguistiques et des méthodes d'IA. On fait beaucoup de tests. Comme je vous l'ai dit, nous, on avait trouvé plusieurs empreintes qu'on utilisait. Et puis, depuis qu'on a commencé à travailler sur l'outil, on en a trouvé d'autres, mais on essaye de les pondérer. Il y en a qui fonctionnent, mais seulement dans certains cas. Donc, ça devient beaucoup plus compliqué quand on a une très, très grande variété de textes. C'est fou, pareil, ça change complètement la conversation. Ça fait à peine 2 mois que l'outil existe, ChatGPT. Ça a vraiment changé la façon dont on parle de plein de choses. Évidemment, dans notre profession médiatique, c'est peut-être plus flagrant, ou en tout cas dans les métiers de l'information, mais ça change bien des choses. De façon plus générale, c'est ChatGPT, on va avoir d'autres. Je suis sûr que DeepMind chez Google, entre autres, a des options qui vont... Est-ce qu'on est au début de quelque chose où il faut vraiment... On va pas remettre le dentifrice dans le tube, j'imagine. On va comme continuer à avoir ces conversations-là, puis c'est quelque chose qui va continuer d'exister. En tout cas, c'est clair que c'est là pour rester. On voit que la courbe d'adoption est complètement hallucinante. Une chose, c'est que Google, dans un Google I.O., je ne sais plus si c'est celui de l'année dernière ou celui d'il y a 2 ans, a fait une démo sur scène d'un chat GPT qui était totalement fonctionnel. La seule différence, c'est que Google, leur approche a été vraiment de dire nous, nos outils, on les garde en interne. Leur outil de génération d'images, pareil, était au moins aujourd'hui, Imagen est supérieur sûrement au moins à DALL-E. Je ne sais pas s'il est supérieur à Stable Diffusion. Google a pris une autre approche et puis les modèles style chatbot, c'est là pour rester. Il y a vraiment une demande. On voit sur Twitter, sur Internet, les développeurs, les gens qui écrivent du contenu, les marketeurs, tout le monde développe ses mini workflows personnels. Il y a aujourd'hui, alors j'ai complètement oublié le nom parce que là vous m'avez copié, mais il y a aujourd'hui un consortium de gens qui travaillent sur un chatbot open source. Donc, c'est plusieurs chercheurs qui cherchent à développer un modèle comme
comme ChatGPT, mais en open source. Donc, qui sera disponible au plus grand nombre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT et GPT-3 sont des boîtes noires. Mhm. Et puis après, on a différents modèles. Il y en a un qui est canadien aussi, qui s'appelle Cohere. Ils sont de Toronto, qui ont un modèle de langage. Après, j'imagine qu'ils vont sûrement prendre le virage chatbot aussi, parce qu'il y a tellement une opportunité De l'argent, ben oui. importante. Mais un dernier point là-dessus, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est une requête ChatGPT coûte de 10 à 100 fois plus cher qu'une requête Google. Donc aujourd'hui, le modèle ChatGPT aujourd'hui, OpenAI a décidé d'ouvrir ChatGPT au plus grand nombre parce qu'ils ont besoin de données utilisateurs, ils ont besoin d'améliorer leur modèle et d'améliorer leurs résultats. Mais ça sera très probablement pas un modèle du style Google Free for All. En tout cas, avec les coûts de serveur aujourd'hui de GPU, c'est impossible que ça fonctionne comme ça. Donc, il va y avoir une évolution, mais le changement dans les mœurs au travail et le fait qu'on arrive à scaler des jobs du tertiaire qu'on n'arrivait pas du tout à scaler il y a même un an et demi. Et ça va changer vraiment la donne et, entre guillemets, un peu inquiétant aussi. On le sent déjà, effectivement. La question, Nabil, combien coûte une requête de DNG, de Draft and Go? Est-ce que ça coûte? Comment vous comptez monétiser votre service? Parce qu'on sait que Draft GPT en ce moment est souvent surchargé. Alors, nous, aujourd'hui, on héberge tout sur nos propres serveurs. ChatGPT. Excusez-moi, je me mélange. ChatGPT. Ouais, non, mais c'est correct, j'avais saisi. Excusez-moi. Donc, nous, on a des serveurs, on a des GPU et il y a un certain coût. Aujourd'hui, on n'est pas dans un volume qui nous coûte trop d'argent. Et on a aussi une partie CPU qui elle, n'a pas de coût variable, on va dire. Donc, on peut travailler avec ça pour l'instant. Donc, on va essayer de garder Draft and Go, en tout cas le détecteur, le plus longtemps possible accessible au plus grand nombre, même si avec certaines limitations. Nous, la monétisation, on essaye de se diriger vers des entreprises ou des institutions comme des écoles qui ont besoin de pouvoir vérifier la provenance d'un contenu, en tout cas de pouvoir faire un premier scan de la provenance du contenu, si c'est de l'IA, si c'est de l'humain. Donc effectivement, les écoles, les universités ont ces problématiques-là. J'en parlais plus tôt, c'était les journalistes vont pouvoir aussi avoir ces problématiques-là. Juste, par exemple, on pourrait vous inonder de communiqués de presse sur un sujet avec des informations contradictoires et vous seriez incapable en tout cas dans un temps réduit, de savoir quel communiqué de presse a été réellement écrit, lequel contient des informations correctes. Ça a déjà commencé, j'ai une triste nouvelle. Ça a déjà commencé, on reçoit déjà des tonnes de messages d'intérêt. Il y a une agence de contenu qui vient de voir le jour à Montréal qui se propose d'offrir ses services basés sur ChatGPT de génération de communiqués de presse dans le secteur financier. Totalement. Donc oui, ça commence. Nous, on l'avait imaginé, mais je ne savais pas que... Mais en général, les scammers ont toujours un temps d'avance. Oui, exactement. Je vois très bien Draft and Go devenir le antidote de la détection. Antidote, c'est le logiciel de correction d'orthographe. Vous pourriez devenir la détection de l'intelligence artificielle, peut-être être intégré dans différents outils d'évaluation pour les employés, par exemple, pour des générations de CV ou de contenu juste monter un portfolio rapidement pour utiliser l'intelligence artificielle, vous pourriez le détecter. Un employeur pourrait être intéressé aussi.
Absolument. Nous, on a déjà commencé à travailler sur une API, qui pourra. Bonne idée. Et ça fait partie aussi des possibilités de monétisation. Donc, c'est d'avoir une API sur laquelle d'autres logiciels vont pouvoir se connecter, faire envoyer leur contenu pour vérification et puis récupérer les résultats de leur côté. Et donc, après, avec toutes les applications, dont celle que vous venez de mentionner. C'est fou. Dans l'ancien compte, on dirait la game a changé. C'est dans l'ancien compte, je ne sais plus c'est dans quelle série, mais en tout cas, c'est ça qu'on dirait. On rentre dans une des références. Clairement. Nabil Tayeb, PDG de Draft & Gold, merci d'avoir été avec nous, c'est super intéressant. J'espère que votre outil, en tout cas, va être francisé rapidement parce qu'il va y avoir une énorme demande, mais on a besoin d'outils comme ça. Semble-t-il qu'on va en avoir de plus en plus besoin. Donc, merci de nous en avoir parlé. C'est très apprécié. Merci pour votre temps et puis j'espère que bientôt j'aurai la nouvelle de la version française à vous envoyer. On va être preneurs, c'est certain. Nous, on va prendre une petite pause et on revient avec nos assets gadgets juste après ceci. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et de retour à Une tasse de tech, troisième segment donc agréable à faire parce qu'on parle de gadgets et de nouveautés. Je viens de pas pire le fun, mais avant, Pascal, je te laisse présenter notre candidat. Moi, c'est arrivé, j'avais besoin de Jean-Paul Belmondo est décédé à un moment donné, et puis je m'étais dit, je veux voir ses films, et puis je cherchais ses films, je ne voyais pas ses films en ligne. C'est un peu gênant de dire qu'on aime Jean-Paul Belmondo, mais bon, c'est très drôle. Et je me rends compte que sur Netflix France, on pouvait voir à peu près tous ces films, en tout cas la plupart de ces films étaient disponibles sur Netflix France. Et là, j'ai utilisé un VPN pour faire comme si j'étais en France. L'application VPN, ça permet de se géolocaliser où on veut. Donc, on utilise les serveurs en France. Le service détecte qu'on est en France et me permet d'utiliser Netflix français. Et j'ai trouvé ça absolument fantastique. J'ai pu me permettre de revoir certains films de Jean-Paul Belmondo que j'aime bien. Jean-Paul Belmondo en rafale. Ben oui, ça tombe bien parce qu'on a un nouveau. On peut regarder ici du contenu de différents services un peu partout dans le monde qui sont parfois bloqués dans notre pays. Si on est à l'extérieur du pays aussi, très important, on peut regarder avec un VPN le contenu canadien, on peut regarder Radio-Canada, on peut regarder TVA, on peut regarder de l'extérieur du pays. Donc, ça peut être une façon très, très sympathique. Comme par hasard, on a un nouveau partenaire qui s'appelle CyberGhost VPN, qui est un service qui est en français, service de VPN en français, y compris le service technique. Il offre 9200 serveurs dans 90 pays. Fait que des fois, ça ne fonctionne pas avec un serveur. Le serveur est un peu lent. On peut en essayer un autre. On peut l'installer sur un téléphone, une tablette, un Mac ou un PC et sur la télé connectée de son choix. Ça demande un peu de bidouillage, mais c'est possible. Ça s'installe facilement. Puis on a droit à un essai de 45 jours. Ben oui, on est gâtés. On a un deal avec eux pour une tasse de tech, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent en ce moment. CyberGhost VPN nous offre en fait une promo de 82 % de rabais. Moi, je trouve ça quand même assez cool dans cette ère où tout coûte plus cher. 82 % de rabais, donc, et 4 mois gratuits d'utilisation avant de savoir si vous êtes satisfait de CyberGhost VPN. Ça revient à moins de 3 $ par mois. On va mettre le lien vers cette promo-là dans la description de la balado en audio. Si vous ne la trouvez pas sur la description de la balado, dans la façon dont vous l'écoutez ou vous la regardez en ce moment, on est aussi sur Facebook et elle sera sur Facebook, sur la page Une tasse de tech. Elle sera aussi sur notre page YouTube. Bref, vous pourrez la trouver. Il y a beaucoup de services VPN. CyberGhost, c'en est un des plus connus et c'en est un des plus fiables. Donc, si c'est quelque chose ça a l'air banal, mais 3 $ par mois pour un service comme ça peut... tu parlais de Netflix France, Netflix US, des séries. Oui, des trucs qu'on n'a pas ici. Et on se demande, il y a des raisons techno-légales qui sont... En fait, il n'y a pas de raison légale de ne pas pouvoir regarder ces choses-là, c'est purement commercial. Donc, il n'y a pas de malaise à vouloir regarder ce qu'on peut regarder si on est déjà abonné à un service. Je me sens un peu mal à l'aise, mais pas tant que ça, finalement. Mais... c'est pas illégal de le faire, en fait. Parce qu'on a le droit, comme consommateur, d'accéder au contenu comme il est offert. Et le géoblocage n'est pas un truc légal, c'est un truc de commercial, c'est un truc de distribution. Bon, bref, allez savoir. Pascal, on va commencer par toi. Si tu as bien ton gadget sous la main, c'est un projecteur qui, ma parole, me ressemble effectivement à une cassette VHS. C'est assez impressionnant. Quand j'ai sorti ça de mon sac, beaucoup de gens disent pourquoi tu apportes une vieille cassette VHS? Ben oui. Écoute, c'est pas mal de la même taille. Je pense qu'ils ont vraiment pris les mêmes proportions. C'est pas mal, effectivement. Visualiser une cassette VHS, vous avez une idée? Qu'est-ce que c'est? C'est un projecteur vidéo. C'est le WiMax Go Advanced, qui permet de projeter un écran jusqu'à 120 pouces de diagonale sur son mur
Et j'ai été formidablement impressionné. Je ne sais pas si tu te souviens des premiers projecteurs, c'était des Les grosses Pico, boîtes. il y avait les gros, puis il y avait les Pico pendant un bout de temps. Les Pico, mais la qualité d'image n'était pas géniale. On utilise une technologie dans ce cas-ci avec le WiMAX Go Advance qui s'appelle le laser ALDP de 4e génération. Grosso modo, on utilise des lasers au phosphore qui sont projetés plutôt que d'avoir une roulette avec une source de lumière derrière. Vraiment, vraiment impressionnant. La petite boîte, ça projette sur le mur. Les lumières étaient allumées. C'est pas le plus puissant. On parle de 600 lumens. OK. Donc, il y en a des beaucoup plus puissants, mais c'est suffisant pour le salon, pour souvent voir 1200, 1500, 1800. Entre 1000 et 2000, il y a souvent des trucs. Ouais. costaud. Mais là, on parle d'un truc qui est gros comme une cassette VHS. Exact. C'est pas. Dans la c'est chambre, pas le soir, c'est pratique. Ben oui. C'est parfait. Et si on éteint les lumières, si la pièce est sombre, c'est impressionnant. Là. Ça fonctionne merveilleusement. Si, évidemment, on allume toutes les lumières dans la pièce, c'est moins impressionnant. La technologie ALDP permettrait de reproduire, je n'ai pas fait les mesures, 98,5% du standard REC 2020 de restitution de couleur, la gamme de couleurs qu'on peut reproduire. Ça consomme beaucoup moins d'énergie que les générations actuelles. Et donc, dans cette petite boîte-là, grosse comme une cassette VHS, c'est une pile à l'intérieur qui permet de l'utiliser sans être branché pendant 1h30. Jusqu'à 1h30, je dirais. On parle Jusqu'à ce qu'il se passe de quoi dans le film, t'es comme c'est ça. Puis donc, c'est pas suffisant. On s'entend que c'est pas suffisant pour regarder Le Seigneur des Anneaux. C'est pas fait. Mais pour une présentation, par exemple, si on s'en sert pour le travail, c'est très portable. On le sort de son sac, on pose ça sur une table, on peut le projeter dans une pièce, même si les lumières ne sont pas éteintes. Ça fonctionne quand même. C'est pas l'idéal, mais c'est parfait. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que l'effet trapézoïdal, le keystone, est automatiquement ajusté. J'avais déjà vu ça sur des projecteurs très coûteux, mais là, c'est très impressionnant. On pose son projecteur un peu comme on peut. Souvent, on n'a pas la possibilité de le déplacer avec l'angle qu'on veut. On a une extension. On a besoin de placer ça. Et on projette des cibles sur le mur. On voit apparaître des cibles qui sont floues. Et là, j'ai fait ça avec des amis, puis on fait « c'est flou ton affaire ». Ça travaille un petit peu et l'image devient super nette et l'image devient rectangulaire. Ça juste, oui, ça c'est bien ça. Et donc, même s'il y a un peu d'angle dans son projecteur, on obtient évidemment les meilleurs résultats si on se pointe bien droit devant, on a 100% de l'image. Si on se déplace un peu, l'image va être corrigée en enlevant un peu de résolution. Il y a un peu de bordure qui va être rognée, ça peut être dérangeant si on est très, très sur le côté. Mais autrement, si on est un peu en face, surprenant, très efficace. C'est un projecteur qui n'est pas donné. C'est 1200 $ pour cette petite cassette VHS. Oh, quand même. Oui. Mais on a quelque chose qui est de qualité, je pense. Ça projette en qualité HD, plein HD, 1920 par 1080. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a une version qui est 720p, qui coûte 500 $ souvent en solde. Donc, je l'ai vu à 400 $ passer. Alors, si vous avez besoin, des fois, là, pour le chalet, pour des présentations professionnelles, simplement pour projeter quelque chose de gros dans votre chambre, dans votre pièce, le WiMAX Go, regardez ça, les projecteurs ALDP, vraiment, vraiment impressionnant. J'ai été agréablement surpris. J'apporte ça maintenant chez des amis, puis quand on veut regarder des films, au lieu de se rassembler devant un téléphone ou un écran, on peut projeter des vidéos YouTube, on peut projeter des trucs sur le mur, et tout le monde aime beaucoup. C'est bien ça. Ça se branche, on se branche là-dedans par USB-C. C'est USB-C, tout à fait. C'est bien. C'est facile à recharger. Si on a une prise de laptop, si on a une prise, on peut l'utiliser. Évidemment, ça vient avec un adaptateur et tout. Il y a aussi une télécommande. Je n'ai pas glissé un mot sur le système d'exploitation, qui est un système d'exploitation qui s'appelle Feng OS, qui est conçu pour les projecteurs vidéo, pour les appareils comme ça. C'est un peu boiteux, dans le sens où, par exemple, tu as une version de Netflix qui est proposée, une application Netflix qui est proposée. Il faut utiliser une souris. Il faut avoir une souris, soit des souris sans fil qui fonctionnent bien, mais on peut y brancher. Moi, ce que j'ai fait, j'ai été futé, j'ai apporté un Roku, j'ai apporté la petite, je l'ai branché derrière, il y a des prises HDMI, des ports HDMI, puis on peut regarder à ce moment-là le contenu du Roku, pleine résolution dans son mur. Et l'autre chose qu'on peut faire, c'est tout simplement brancher une clé USB. Et à ce moment-là, on peut regarder des films qui sont sur la clé USB, des photos, des images, tout ce qu'on veut projeter. Pas bête. Très chouette.
Merci, Pascal. Je vais du côté de la sobriété énergétique avec un bidule qui, je ne l'ai pas sur moi parce que je l'ai installé et une fois qu'on l'installe, on n'y touche plus. C'est un appareil qui s'appelle Calypso d'une compagnie de québécoise qui s'appelle Sinopé. Sinopé, c'est des gens qui font des thermostats connectés, des choses comme ça pour la maison. Et là, ils ont sorti un peu avant Noël un appareil donc, qui s'appelle Calypso, qui est un contrôleur pour chauffe-eau, pour rendre son chauffe-eau intelligent. C'est banal quand on dit ça comme ça, mais le chauffe-eau à la maison, normalement, c'est quelque chose entre 20 et 30 de la consommation d'électricité tous les mois. Et c'est quelque chose qui, en ce moment, est un appareil sur lequel on a zéro contrôle, c'est-à-dire que ça chauffe. Il est allumé ou il est éteint. Puis c'est ça. Si on part en vacances, ouais. Ça reste allumé. Et vous avez sans doute entendu parler depuis le temps de ILO, là, qui est l'espèce d'écosystème d'appareils connectés d'Hydro-Québec. ILO, c'est à la fois des gadgets et c'est aussi un service, c'est-à-dire qu'une fois que tu as un produit ILO, Hydro-Québec peut envoyer ce qu'ils appellent des défis, donc des moments dans la semaine ou dans le mois ou dans l'année ou peu importe, où on va demander à l'appareil de déplacer sa consommation d'énergie en dehors d'une heure de pointe. J'en ai déjà vécu 2 depuis 1 mois, depuis que j'ai installé le Calypso. Et justement, le Calypso est compatible avec le service ILO. Donc, si vous payez votre propre facture d'électricité auprès d'Hydro-Québec et vous avez la tarification dynamique avec la possibilité d'accepter les défis des consommations, de réduction en fait, de consommation d'énergie d'Hydro-Québec, cet appareil-là et le reste des appareils de contrôleurs d'énergie de Sinopé sont compatibles. Ce qui est bien avec le Calypso, c'est que c'est un appareil très simple, en fait, et qui fait une chose très précise, c'est qu'il réduit, ce qu'on prétend chez Sinopé, c'est qu'on réduit dans le temps d'une saison assez votre facture d'électricité pour que vous remboursiez la valeur de l'appareil. Il est vendu 90 $. Donc, ça vous donne une idée. Okay. Je pense que ça prend un petit peu plus de temps que ça, mais je pense que sur une année, on peut facilement avoir remboursé 90 $ d'électricité épargnée en tarification dynamique. C'est un appareil donc qui se branche, qui est vendu tout seul. C'est une petite boîte en plastique pas plus grosse qu'un téléphone intelligent, vraiment. Ça s'alimente à même l'alimentation du chauffe-eau. Il y a un capteur de température qu'on met dans le contrôleur du chauffe-eau et il faut évidemment avoir des outils. Il faut être électricien pour l'installer. C'est ça, la première partie. La première chose à savoir, c'est que si vous faites ça vous-même, non. Tu faites ça vous-même? Non. C'est pas une super bonne idée. C'est du 240, là. C'est du. Parce que le chauffe-eau, c'est sur le gros voltage, effectivement. Et il faut faire parce qu'en fait, c'est que ça coupe le courant du chauffe-eau à des moments stratégiques. Donc, il faut faire un 3 voies pour que l'appareil de Sinopé contrôle le courant du chauffe-eau. Et il le contrôle avec un dispositif de sécurité qui est le détecteur de température, qui lui se glisse dans. Il faut défaire la petite porte sur le bord du chauffe-eau. Il faut rentrer ça là, il faut refermer ça. Ça n'a pas besoin d'être un plombier. Là. Juste un électricien va pouvoir vous l'installer. Évidemment, ça prend quelqu'un qui connaît ça. Là. Ce qui arrive, parce que le problème avec les chauffe-eau, pour rendre ça intelligent, pour dire je le désactive des fois, et ainsi de suite, c'est que si on laisse un chauffe-eau tout seul sans chauffer son eau pendant un bout de temps, il y a des risques de développer des bactéries extrêmement nocives pour la santé. C'est vrai. On parle de la légionellose. Oui, exactement. J'allais dire la maladie du légionnaire qui a tué les gens. On veut pas ça. Donc, il faut faire attention à ça. Et cet appareil-là a été conçu, certifié, testé, approuvé comme vous voulez pour justement ne pas se rendre jusque-là. Donc, il détecte, il réduit la température, il la déplace quand c'est nécessairement pas besoin de chauffer, donc il réduit un petit peu la consommation. Et évidemment, comme il suit les directives de ILO, il optimise dans certaines situations pour sortir de l'heure de pointe de l'utilisation de l'eau. Il y a différentes façons de réduire sa consommation d'énergie, on le sait. En fait, il y a 2 choses là-dessus, parce que c'est un autre sujet un peu plus large, mais quand on parle de sobriété énergétique et que les gens s'enflamment pour plein de raisons, ce qu'on demande chez Hydro-Québec, c'est pas on demande évidemment de consommer moins, mais on demande surtout, avant tout, de déplacer sa consommation des heures de pointe. C'est-à-dire que quand 5 personnes prennent leur douche en même temps dans votre maison, entre, mettons, 7 heures le matin et 8 heures le matin, c'est l'heure où tout le monde fait ça au Québec. Et là, ce qu'on dit, c'est peut-être le faire avant, le faire après. Tu sais, il y a des moments où tout le monde fait à peu près la même chose en même temps et c'est ce qu'on veut. C'est qu'on veut essayer de planir cette chose-là. Et des appareils connectés comme celui-là, c'est ce qu'ils ils proposent de faire à votre place, d'une certaine façon. Donc, quand ils disent, votre thermostat, on va chauffer super gros votre maison avant 6 heures pour que de 6 à 9, on n'ait pas à le faire, que ce soit quand même confortable chez vous. C'est pas qu'on veut consommer moins, c'est qu'on veut consommer pendant que c'est moins achalandé. Éventuellement, avec une tarification dynamique, c'est aussi pendant que ça va être moins cher de le faire. Donc, c'est un peu ça l'idée aussi. L'application qui vient avec le Calypso, c'est une application qui s'appelle NaviWeb.
Et pour avoir l'application NaviWeb, qui est l'espèce de contrôleur sur votre téléphone de l'appareil, il faut avoir la passerelle Sinopé qui, elle, coûte un autre 130 $. Là, c'est la partie où c'est moins le fun. Sinopé, ils font des beaux produits, mais ils font un peu, je ne sais pas si c'est parce qu'ils je sais pas s'ils sont un petit peu tête dure ou s'ils ont un désir d'indépendance, mais ils font vraiment leur truc de leur côté. La plateforme NaviWeb, ça a pris un petit bout de temps avant qu'elle puisse s'intégrer aux appareils connectés de la famille Google, entre autres, d'Alexa. Elle ne fonctionne pas avec les produits Apple, les HomeKit. Donc, je ne sais pas par rapport à Matter, où ils se situent, il va falloir leur demander parce que j'aurais parlé avant qu'on arrive sur cette conversation-là. Mais bon, comme elle se connecte à Hello, ça règle une partie du problème. On peut la jumeler à des produits chez l'assistant Google. Donc, les gens qui ont cet écosystème-là vont être corrects. Mais sinon, l'application est nécessaire. Donc, la passerelle est un must parce que sinon, l'appareil sert beaucoup moins. Pour jumeler l'appareil avec une passerelle, ça prend le protocole Zigbee qui est intégré. Qui est mieux que le Wi-Fi pour ce genre d'application-là, on va se le dire. Mais dans l'application, vous l'ouvrez et là, vous voyez, ils affichent en temps réel un diagramme de la consommation et de la réduction et en tout cas de la gestion de la température du chauffe-eau qui est assez intéressante, qui permet de voir rapidement combien ça coûte chauffer l'eau, combien on peut sauver et tout ça. Donc, il y a clairement des avantages de ce côté-là. Et tout ça, donc, est un produit aussi qui est de conception québécoise, donc pas banal, là, c'est le fun pour ça, ça reste un produit de chez nous, donc on encourage un peu ça. Ce que je vous dirais, si vous êtes curieux de savoir, de commencer dans la maison connectée, il y a des thermostats qui existent, il y a plein de trucs, mais le chauffe-eau, c'est un endroit qu'on oublie souvent. Sinopé vend un bundle là, avec justement des thermostats, puis des ampoules, puis tout ça, et je pense que, pour moi, c'est tout à fait normal d'imaginer que brancher son chauffe-eau, ça fait partie des premières étapes. Si vous voulez vraiment prendre ça à cœur et réduire ou déplacer votre consommation d'énergie, je dirais, allez-y avec ça. Je dirais, le seul bémol, c'est que ça prend la passerelle, mais si vous voulez vous lancer dans ce projet-là, c'est un bon endroit par où commencer. Donc, allez voir ça. Sinopé, c'est S-I-N-O-P-E, accent aigu. Vous pouvez chercher pour Calypso, comme Calypso, qui était le nom d'un bateau dans je ne sais plus quel environnement. C'était Jacques Cousteau qui avait la Calypso. Voilà. C'est aussi le nom d'une danse. Oui, c'est ça. Calypso. Je ne me rappelais pas de ça, mais tu as raison. Calypso. Mais ça se trouve, écoutez, c'est sur le site de Sinopé, ça se trouve facilement sur Internet, ça se commande facilement. Et la seule affaire, c'est qu'il faut l'installer, donc faites attention. Sinon, c'est un beau petit gadget pour la maison. C'est ce qui termine une tasse de tech, Alain. Tant de belles choses. Planob, TELUS et Jura, merci à nos partenaires. Je vais me faire un autre délicieux café chez vous. Merci au groupe C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue le podcast. Claude Hébert à la mise en onde. Merci Claude. PascalForget.com, vous pouvez me trouver. Je t'ai d'ailleurs publié un billet sur le projecteur WiMAX au laser. N'hésitez pas si vous voulez en savoir plus. Alain McKenna, on peut te lire un peu partout dans Le Devoir, entre autres. Oui. À la prochaine. Abonnez-vous à ça aussi, effectivement. Et sinon, entre-temps, abonnez-vous aussi à une tasse de tech. N'hésitez pas. Nous, on prend une petite pause parce qu'il faut aller pelleter l'entrée. C'est ce que je vois en Alors, on se dit au revoir. On se voit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut!